La Martinique a voulu d'une collectivité unique pour être meilleure dans son développement économique et social. Mais c'est le contraire qui se produit. Quelle est votre analyse? Bien, je suis d'autant plus sensibilisé à la question de l'efficacité de la collectivité territoriale de la Martinique que j'ai beaucoup contribué à la mettre en place. Et sans m'envoyer des fleurs inutiles, les élus avaient demandé en 2009 qu'il y ait une consultation sur l'article 74. Tout le monde savait que la Martinique répondrait non. J'ai suggéré aux décideurs nationaux à l'époque de faire 2 consultations, celle que voulaient les élus et une autre sur l'article 73. J'en avais préalablement parlé avec les responsables de la droite en Martinique, notamment Miguel Laventure et Pierrot Petit. Eh bien, le gouvernement a suivi cette suggestion et c'est comme ça que le 74 a été rejeté, comme c'était prévisible, et que le 73 ayant été accepté par une majorité de la population, même s'il y a eu moins de votants, eh bien, nous sommes aujourd'hui dans ce régime beaucoup plus rationnel d'une collectivité territoriale unique pour la Martinique. Mais les résultats ne sont pas au rendez-vous, car il y a un problème de gestion de cette CTM. D'abord, il y a beaucoup de monde. La CTM, depuis des années, a eu beaucoup de mal à faire un organigramme qui fonctionne. Et finalement, on s'aperçoit que l'organisation est tellement déficiente que la CTM n'est pas en mesure de gérer les problèmes dont elle est déjà responsable, comme le transport ou l'eau. Alors, donc, je suis perplexe. Et je me demande s'il n'y a pas un très gros problème de compétences. Quand on regarde la situation du Galion, par exemple, nous en sommes à une production de sucre qui est de l'ordre de 600 tonnes, mais c'est complètement dérisoire, alors que la consommation de bouche est de 4000 tonnes en Martinique et que la consommation totale, avec les yarous, les confitures, etc., est de l'ordre de 12 000 tonnes. Nous sommes à 600 tonnes. C'est une catastrophe inadmissible. Donc c'est une déception, la CTM pour moi, et je pense qu'il y a vraiment là un problème de personnel politique qui se pose. Avec du recul, regrettez-vous aujourd'hui d'avoir proposé au gouvernement une consultation sur une collectivité unique? Pas du tout. Je pense qu'en 2003, j'avais déjà milité pour l'article 73, contrairement à certains qui se proclamaient autonomistes, et j'étais persuadé à l'époque, en 2003, comme en 2009-2010, que c'était une bonne solution que de fusionner le Conseil général et le Conseil régional. Et je reste convaincu qu'il ne faut pas revenir là-dessus. D'ailleurs, je prends l'exemple de la Guadeloupe, qui a gardé le Conseil général et le Conseil régional, et malgré les difficultés qu'il constate en Martinique, les responsables guadeloupéens sont en train de réfléchir à la mise en place en Guadeloupe d'une collectivité territoriale unique. Donc il n'est pas question, me semble-t-il, de revenir là-dessus, mais il s'agit de mettre à la tête de la CTM des personnes capables de dialoguer avec l'ensemble de leurs compatriotes et puis de mettre en place un certain nombre de compétences pour faire avancer la Martinique. Aujourd'hui, l'un des graves problèmes des Antilles-Guyane, c'est que tous les produits passent ou transitent par l'Europe. Notre proximité régionale, la Caraïbe, l'Amérique latine, les États-Unis, en est pratiquement exclue. Comment gagner en pouvoir d'achat face à un tel scénario? Disons que le pouvoir d'achat ne dépend pas seulement du prix des produits de consommation que nous utilisons. Le pouvoir d'achat dépend de beaucoup d'autres facteurs. Alors, je dis, pour répondre d'abord à votre question, que c'est vrai et que contrairement à ce qu'on dit, si un chef d'entreprise décide d'aller acheter un certain nombre de produits aux États-Unis, au Canada ou en Amérique du Sud, eh bien, ça lui est possible. Il n'y a pas d'obstacle réglementaire à cela. Il faut naturellement qu'il paye les droits de douane, etc. Mais le prix de base des produits pouvant être beaucoup plus bas que les produits venant de l'Europe, même en payant l'octroi de mer et les droits de douane, les produits achetés au Canada, aux États-Unis ou au Brésil peuvent bien arriver moins chers en Martinique que les produits qui viennent d'Europe. Le deuxième volet consiste à dénoncer cette escroquerie
dans laquelle nous sommes et qui consiste à nous faire croire que si la vie est chère en Martinique, c'est exclusivement à cause de M. Bernard Ayotte. Cela n'est pas sérieux. Je rappelle que dans les années 50, les fonctionnaires des départements d'outre-mer, en tout cas des Antilles et de la Guyane, ont obtenu de la part de l'État une majoration de 40% de leur salaire. 40%, comme par hasard, eh bien c'est le surcoût aujourd'hui des produits alimentaires par rapport au coût de l'Hexagone. Donc ce problème de vie chère existe depuis fort longtemps. Ce n'est pas M. Bernard. Imaginez que M. Bernard Ayotte accepte de baisser de 10 ou 20% les prix de ses produits dans ses supermarchés, ça n'accroîtra pas sensiblement le pouvoir d'achat d'une famille dans laquelle il y a 3 ou 4 chômeurs. Le vrai problème, il est ailleurs. Le vrai problème, il est dans le chômage. Le vrai problème, il est dans l'impéritie de Martinique Transport sur le problème du transport. En ce moment, la Martinique, j'ai eu l'occasion de le dire et je le redis, elle gaspille 2 milliards par an dans les embouteillages. C'est ça la réalité. Dans beaucoup de familles modestes, au lieu d'avoir une seule voiture, on est obligé d'avoir 2, 3, 4 voitures à cause de l'inorganisation du transport en commun. Donc, focaliser les problèmes sur les prix de la grande distribution, ce n'est pas très sérieux. Et puis, nous ne devons pas être seulement un pays de consommateurs, nous devons être aussi un pays de production. Et ça, c'est la CTM qui doit organiser la production martiniquaise. Je vais au marché de ma commune et je vois des carottes et des tomates qui ne viennent pas de la Martinique, qui viennent du Maroc, qui viennent d'Espagne, qui viennent du Costa Rica, etc. C'est une anomalie majeure. Alors, en guise de politique de développement agricole et alimentaire, on nous parle du fait que la banane reçoit trop d'aide européenne par rapport à la diversification en culture maraîchère et vivrière. Mais ce n'est pas très sérieux. D'abord, il faut regarder en arrière. Si la banane est aujourd'hui aidée par l'Europe, il a fallu qu'en 1992, toute la profession agricole, toutes couleurs confondues, se mobilise pour bloquer l'aéroport et donc obtenir de l'Europe qu'elle prenne en charge la banane. Il faut oublier donc que la situation d'aujourd'hui ne vient pas de nulle part. Elle a été le résultat de combats, et de combats sérieux. Et même avant cette occupation de l'aéroport, il y avait eu de la part d'une coopérative qui s'appelait le JIPAM, une modification totale du modèle de rémunération des agriculteurs, car avant, les agriculteurs étaient souvent avec des comptes de vente négatifs, ils devaient aux exportateurs, et depuis l'arrivée du JIPAM, eh bien c'est l'exportateur qui devait aux producteurs. Ça a changé la donne. Pour revenir à votre réponse, le journaliste que je suis, je dis non. Il y a une exagération de la grande distribution. Il n'y a pas simplement qu'une exagération de la grande distribution, mais c'est aussi d'autres produits. Tout ce que nous achetons dans tous les domaines en Martinique sont trop chers. Pour preuve, c'est vrai qu'il y a les 40% pour les fonctionnaires. Mais si on retire les 40% aujourd'hui des fonctionnaires, c'est la révolution totale. Oui, ça c'est un problème sur lequel il faut se pencher, parce que quand vous avez une partie de la population qui a un pouvoir d'achat relativement élevé et qui ne regarde pas tellement les prix, c'est un encouragement, qui regarde un peu les prix, il ne faut pas exagérer, mais qui regarde moins les prix que ceux qui n'ont pas les 40%, c'est un encouragement pour le commerçant à pratiquer des prix trop élevés. Il y a dans certains secteurs de la distribution des prix qui sont scandaleusement élevés. Je pense au secteur des pièces détachées, par exemple, hein, que tout le monde a une voiture, tout le monde à un moment donné peut avoir besoin d'une pièce détachée, et il y a parfois des différences de 1 à 5 ou 6 ou davantage entre le prix de la pièce détachée en Europe et le prix de la même pièce détachée en Martinique. Je dis également, sur le plan de la distribution, que les entreprises de la grande distribution ou d'autres secteurs ont l'obligation de déposer leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce. Elles ne le font pas et préfèrent payer une amende qui est fixée depuis longtemps à 1 500 €. Il n'est pas normal que cela perdure. Donc, la transparence des comptes est importante, de même qu'est importante une réflexion à renouveler ou à entamer sur le rôle de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est là pour faire
le maximum de profit, et cela seulement, ou bien est-ce qu'une entreprise a un devoir par rapport à son personnel en termes de salaire, par rapport à l'environnement en termes de pollution et par rapport aux clients en termes de prix. Disons que le rôle de l'entreprise dans la société, pas seulement dans l'économie, est une chose beaucoup plus complète que la simple recherche du profit à court terme. Le tourisme, dans l'absolu, est notre produit phare. Il pourrait être associé à notre culture. Mais malheureusement, je considère que nous ne savons pas en profiter et mieux développer ces deux atouts. Qu'en pensez-vous? Mais bien entendu, il y a depuis toujours, chez ceux qui nous dirigent depuis la décentralisation, non seulement une réticence, mais une hostilité. Et j'ai entendu des responsables, et non des moindres, dire qu'ils n'allaient pas se prostituer pour les Yankees. Bon. Et à un moment, quand le tourisme a commencé à se développer en Martinique, dans les années 50-60, il était principalement entre les mains de la communauté béké. C'est la réalité. Donc pour beaucoup de Martiniquais, le tourisme, c'était les békés. Une petite révolution est en cours en ce moment, c'est que le développement des locations saisonnières a beaucoup réconcilié les Martiniquais avec le tourisme. Donc c'est un aspect psychologique qui est très important. Pour continuer sur votre interrogation directe, d'abord, mesurons bien la part du tourisme dans le produit intérieur brut de la Martinique. Le produit intérieur brut total est de l'ordre de 10 milliards d'euros et la part du tourisme est de l'ordre de 400 millions d'euros. Donc le tourisme ne représente pas 20 ou 25% de l'économie de la Martinique, il représente à peine 5%. Mais vous avez raison de dire que c'est une activité motrice, hein, c'est une activité qui peut permettre à toutes les autres de se développer. Pourquoi? Parce que le tourisme eh bien, permet à un moment donné de l'année, et j'espère toute l'année bientôt, eh bien, de doubler, de tripler, voire de quadrupler la population de la Martinique, en tout cas de certaines communes de la Martinique. Donc le tourisme peut être véritablement un moteur pour l'agriculture, pour les services, pour l'industrie, pour l'ensemble des autres activités de la Martinique. En plus, comme il est maintenant approprié par une majorité de Martiniquais, eh bien, il peut irriguer l'ensemble de la société de la Martinique. En fin d'année dernière, le préfet Jean-Christophe Bouvier avait dit qu'il n'y avait pas de projet de développement en Martinique, ce qui avait choqué certaines personnes. Vous en pensez quoi? C'est souvent la vérité qui offense. Et le préfet a été là totalement dans la vérité. Disons qu'il y a longtemps que cette chose a été constatée, depuis 1982, sous l'instigation de Michel Rocard, on a créé en France les contrats de plan État-région. J'ai eu l'occasion moi-même d'aller dans l'île de la Réunion expliquer aux responsables réunionnais ce que c'était que les contrats de plan État-région. Mais ces contrats de plan État-région reposent sur des projets élaborés par les Martiniquais. C'est ce que Rocard voulait. Rocard disait une chose très vraie. Il disait, moi, c'est pas à moi de savoir ce que vous voulez. Comme aujourd'hui, ce n'est pas au ministre de l'Outre-mer de savoir ce que veulent chacun des 12 territoires qu'il a dans sa compétence. C'est à vous de dire. Et sur la base de ce que vous me demandez, ce que vous proposez, on discute, et puis on va ensemble dans un contrat de plan État-région. Mais depuis 1992, alors il y a eu des contrats de plan État-région, mais qui n'étaient pas du tout l'objet de concertation complète entre les Martiniquais avant d'être proposés au gouvernement. Donc, et puis la loi l'a répété à plusieurs reprises, la loi NOTRe en dernier lieu, a dit proposez-nous un schéma de développement économique, social, culturel, environnemental et international. CARICOM, où es-tu? Eh bien, il faut aller dans cette direction-là, mais ne pas le faire en petit comité par quelques élus plus ou moins compétents. Il faut associer l'ensemble des forces vives. Et le Conseil économique et social est là, et culturel, est là pour aider. Il y a beaucoup de compétences dans ce Conseil consultatif, mais ce sont des compétences qui sont en jachère, parce qu'elles ne sont pas utilisées. Dans certaines régions de l'Hexagone, les conseils consultatifs servent de bureau d'études au conseil régional. Ce n'est pas le cas en Martinique et il faut le regretter. Les sargasses sont un handicap pour beaucoup de nos communes.
un pays grand comme Saint-Domingue arrive à mieux réduire leur impact, mieux que nous. Qu'est-ce qui nous manque pour faire aussi bien? Eh bien, il nous manque la volonté, tout simplement. Alors, on a créé récemment un établissement, une société publique locale qui s'appelle Martinique Sargasses ou quelque chose comme ça, dont on attend qu'elle prenne en charge ce problème des sargasses, mais on a là les mêmes lenteurs, les mêmes indifférences que pour le développement économique en général. Nous manquons d'initiatives et d'initiateurs. Et les collectivités, alors il faut dire que certaines communes ont pris vraiment le taureau par les cornes et ont fait un très gros travail de ce côté-là, mais c'est un sujet dont l'immensité dépasse les budgets de toutes les communes de la Martinique. C'est un problème qui doit être pris à bras-le-corps par la collectivité territoriale en liaison avec l'État. Et d'ailleurs, l'État a beaucoup aidé, contrairement à ce qu'on raconte. L'État a aidé toutes les communes qui ont acheté du matériel, qui ont dû payer du personnel pour gérer le problème des sargasses. La solution étant de capturer. Alors là, c'est un champ de compétences, de coopération internationale avec la Dominique et avec Sainte-Lucie et toutes les îles de la Caraïbe. Il s'agit d'arrêter les sargasses en mer pour qu'elles n'aient pas le temps d'arriver sur les côtes, de les transporter et de les transformer. Mais nous attendons une volonté. Alors on vous dira qu'il n'y a pas d'argent. L'Europe peut nous proposer de l'argent. Il y a tellement d'argent qu'on s'apprête à renvoyer de l'argent à l'Union européenne. Max Orville a fait là-dessus un séminaire il y a un peu plus d'1 an qui prouve que nous ne savons pas utiliser les fonds européens. En tant qu'ancien banquier, quels sont les axes prioritaires et les mesures phares de réduire la dette colossale de la France? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les prélèvements obligatoires en France, c'est 47% du produit intérieur brut. Les dépenses publiques, c'est 57% du produit intérieur brut. Les 10 points de différence, c'est l'endettement. Donc l'État dépense beaucoup plus qu'il ne collecte avec les impôts directs et indirects. Alors les pistes, eh bien la piste la plus importante et de très loin, c'est de réduire les dépenses. Ce n'est pas encore d'augmenter les impôts, c'est de réduire les dépenses. Quelles dépenses? L'État ne sait pas gérer. Regardons la réalité en face, quels sont les domaines de l'État dans lesquels il n'y a pas une situation d'échec, les domaines dont s'occupe l'État. Vous regardez l'éducation nationale, vous regardez la santé, vous regardez la défense nationale, vous regardez la magistrature. Et quels sont les signes de l'échec? Eh bien, c'est d'une part que les administratifs, les fonctionnaires sont insatisfaits, d'autre part que les citoyens sont insatisfaits et qu'en troisième lieu, les budgets sont perçus comme insuffisants. Donc la première chose à faire, c'est que l'État retourne sur ses pouvoirs régaliens et délègue, sous forme par exemple de délégation de services publics, un certain nombre de fonctions comme l'éducation nationale ou la santé, dans lesquelles il a manifestement échoué. Avez-vous deux autres choses à rajouter? Oui, il y a 2 points qui me préoccupent. D'abord, sur la chlordécone ou le chlordécone comme on voudra, il vient d'y avoir en Martinique le passage du président et de la directrice générale d'une association qui accompagne les victimes du chlordécone et donc qui les aide à obtenir des indemnisations. 259 dossiers ont été déposés, 75 ont été retenus. Eh bien, je tiens à signaler que sur les 75, il n'y a pas un seul cas de cancer. Et puis 75 personnes ayant fait des dossiers d'indemnisation, même si la communication n'a pas été parfaite, c'est quand même pas beaucoup par rapport à tout ce qu'on a entendu comme sottise depuis 20 ans, sur le fait que 95% de la population de la Guadeloupe et de la population de la Martinique seraient contaminés par le chlordécone. Donc c'est un événement extrêmement important. On a là des chiffres en attendant que l'étude épidémiologique prévue par le plan chlordécone 4 produise ses résultats annoncés pour 2026. C'est un premier point. Il faut que les Martiniquais sachent que beaucoup de mensonges ont été distillés au cours de ces dernières années à propos de la contamination au chlordécone.
Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est vraiment l'inquiétude quant à la violence. Nous le savons tous, nos vies sont désormais en danger parce que des jeunes de 14-15 ans, mais il n'y a pas que des jeunes, il y a des gens plus âgés, peuvent avoir des armes dans des conditions assez faciles, ils se tuent entre eux, et puis parfois il y a des balles qui se perdent et des gens qui n'ont rien à voir avec les querelles, notamment liées à la drogue, sont touchés. Donc je tiens à ajouter ma voix à celle de tous ceux qui, depuis quelques mois, quelques années, attirent l'attention sur l'urgence pour l'État, avec l'aide de la population locale, eh bien, de remplir ses devoirs régaliens en organisant la sécurité de tous les Martiniquais.